voyons les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce bonjour d'Algérie à partir de Constantine, la ville des ponts suspendus, la ville de la passion, la capitale de l'Est algérien. Très heureux de vous retrouver pour ce bonjour d'Algérie. Alors, au programme aujourd'hui, on va essayer de parler de l'obésité, de ses conséquences, notamment en fragilité pour les personnes obèses, en surpoids. Et on va essayer de cerner les raisons et pourquoi pas essayer de tenter de convaincre les gens d'aller vers le bio, d'aller vers le régime pour justement ne pas être fragilisés devant les maladies comme par exemple la Covid-19, et on en parlera avec le professeur Bougrida, qui est physiologue. Donc on parlera aussi dans un deuxième temps de solidarité et d'œuvres sociales avec la représentante de la DAS de Annaba, Roubia Fadela, qui j'espère, elle est un peu en retard, mais j'espère qu'elle arrivera pour justement nous parler de tout ce qui se fait en matière de désinfection des structures sanitaires. Et enfin, on terminera notre émission avec, bien sûr, les conseils psychologiques et surtout tout ce qu'on doit faire pour rester zen en ces moments difficiles de maladie, de pandémie, parce que la vie continue. On en parlera avec le docteur Rabah Lossef. Voilà, tout ce programme pour 1h30 à partir de cet instant. Mais avant tout, comme on a pris l'habitude, on vous invite à une aération musicale sur les airs de Constantine. قسمطينا نارها قدا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرات دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات إفريقي أسمار دور سياج بالقصر وجعلو فتحات كير تنسري من نوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد الكسر الحكايات قصرطينا كي برات باباها قدر هاد الربوة العالية فيها ذكريات قال الصراع ميا وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة دقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عادلها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان واندا الجو البشوات قسمطين نارها قدات راه قلبي محير تفكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرات دات عمري المخير
الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات. Voilà, très belle chanson de Mohamed Hamdi écrite par Nordine Derwish et sur une composition shabi. Donc voilà, pour ne pas dénaturer la ville de Constantine qui a quand même, elle est pluridisciplinaire, notamment en musique, très ouverte aux genres musicaux. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on essaye de varier les genres musicaux de Constantine. Voilà. Allez, mais ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui puisque nous allons parler d'obésité et surtout parce que, eh bien, quelque part, quand on prend du poids, ça veut dire qu'on est mal à l'aise. Pour nous en parler, le professeur Bougrida, qui est chef de service exploration physiologique, fonctionnelle au CHU de Constantine. Marhaba bik, merci de revenir sur le plateau. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas reçu. Ouais. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour nos chers spectateurs. Je vous remercie de m'avoir encore invité pour parler de l'obésité. On va ouvrir une petite parenthèse sur l'obésité et Covid. Oui. Alors, d'abord, qui est obèse? Parce que certains pensent qu'un petit surpoids, c'est une obésité. Qui est en surpoids et qui est obèse? Voilà, à peu près pour savoir à qui on parle, à qui on s'adresse. Très bien, c'est une très belle question. D'abord, ça dépend des cultures. À un certain moment, les personnes obèses ont été considérées comme une personne en forme. En bonne santé. Bonne santé dans certaines régions, même dans le monde entier. Hein. On considérait les personnes obèses, c'est des personnes en bonne santé, en forme et fortes, alors que c'est tout à fait l'inverse. C'était un signe aussi d'aisance. Hein, oui. Voilà. Donc il faut le dire, hein, parce que ça reflétait le mode de vie. Le mode de vie, exactement. La définition de l'obésité, elle est définie par ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est le poids au carré sur... voilà, qui est une équation simple. Voilà, sur le poids sur la taille au carré. Mais... bon, il y a d'autres critères aussi de définition de l'obésité. L'IMC parfois ne suffit pas. Ne suffit pas, parce que si je prends quelqu'un de hyper musclé, Schwarzenegger et tout ça, il a une IMC supérieure à 30, mais ce n'est que du muscle. Il n'y a pas de matière grasse. C'est pour cette raison que la mesure du pourcentage de masse grasse et de masse maigre est très important. C'est ce qu'on fait, nous, dans notre service, à l'aide de ce qu'on appelle l'impédance-métrie, qui nous permet de calculer la masse grasse d'une personne. Et il y a des normes aussi pour ça. Il y a des normes qu'on ne doit pas dépasser. Mais celui qui est surpoids, par rapport à l'IMC, il est entre 28, 29, il n'atteint pas 30. Moins de 30. L'obèse est supérieur à 30. Quand son IMC est supérieur à 30, il est déclaré obèse. Et après, l'obésité aussi, il y a une classification de sévérité. Donc, il y a la légère, et puis... On va classifier, ça veut dire... obèse, avec une certaine, un indice de masse corporelle assez important, mais il faut dire, c'est quelqu'un qui a 300 kilos ou quelqu'un qui a 120 kilos, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Il y a l'obésité morbide aussi qui pose un grand problème. Les obèses morbides, ce sont des obèses qui ont un IMC supérieur à 40 et qui ont des problèmes de santé énormes et qui ont des complications très graves. Je ne cite que, par exemple, l'hypoventilation alvéolaire. Ils ne respirent pas bien, ces obèses. Il faut expliquer que c'est... c'est des gens qui respirent très mal, qui ont des problèmes respiratoires, sans parler des complications cardiovasculaires et tout ça. En général, docteur, quand quelqu'un est en surpoids, quand il a du mal à respirer. Il a du mal à respirer, oui. Il a du mal à respirer. Très bien. Ça veut dire qu'il déjà, l'obèse, il a des problèmes... Actuellement, il faut considérer l'obésité comme maladie. C'est une maladie qui entraîne une inflammation, même si cette inflammation est à bas grade, mais cette inflammation systémique est à l'origine de plusieurs complications. C'est-à-dire هذا الالتهاب الجسم هو اللي يتسبب من بعد في les maladies cardiovasculaires d'abord. La première conséquence, c'est le cœur, parce que on va dire que le moteur ne suffit pas pour la voiture. C'est un grand risque cardiovasculaire. Et puis, il y a des problèmes respiratoires, parce que il y a l'adiposité qui se dépose au niveau du thorax et de l'abdomen qui gêne les muscles respiratoires à travailler correctement. Et donc, la mécanique ventilatoire, il ne ventile pas bien l'air. Il ne respire pas bien. Oui. Et d'autres complications vasculaires,
articulaires, la gonarthrose. Il faut dire que les articulations ont du mal à supporter. Voilà, donc c'est une maladie, il faut la considérer comme maladie. Même celui qui est obèse, qui n'a pas... Bon, pour lui, il n'a pas d'autre maladie, il faut qu'il consulte. Il consulte pour l'obésité, comme maladie. Et il existe actuellement des consultations de nutrition. Dans notre service, au service physiologie, au CHU, il y a une consultation quotidienne de nutrition. Il y a aussi le service d'endocrinologie dirigé par le professeur Nouri qui s'occupe aussi de ça. Médecine interne aussi, il s'occupe de ça. Donc, il faut être clair. Quand on est en surpoids, il y a un dysfonctionnement quelque part. Bon, alors, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est dû, par exemple, seulement à ce que l'on mange? Ou est-ce que c'est dû à une sédentarité? Ou est-ce que c'est génétique? Quels sont les facteurs? Très bien. Les facteurs sont d'abord génétiques, comme vous l'avez bien dit. Il y a une prédisposition génétique. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que l'obésité il y a un dysfonctionnement génétique quelque part, une prédisposition génétique. Mais... ces gènes ne sont exprimés que si on vit dans un environnement malsain. Si on a un comportement alimentaire non correct, la suralimentation, la mauvaise alimentation, maintenant on mange dehors, les fast-foods, on mange trop gras et trop sucré, on mange des quantités énormes, c'est ce qu'on appelle la suralimentation et la sédentarité. La sédentarité, c'est un facteur très très grave et elle est considérée comme le tabagisme par rapport au risque cardiovasculaire. Quelqu'un... Ça a les mêmes risques que si quelqu'un fume. Qui fume, celui qui ne bouge pas, qui n'a pas une activité au moins 2h30 par semaine, c'est la même chose qu'un fumeur. Il a les mêmes risques cardiovasculaires. Donc l'athérosclérose, les risques le risque d'idième, le risque donc toutes les pathologies cardiovasculaires. Et donc Dieu nous a créés avec des membres inférieurs, avec des jambes pour bouger, pas pour rester assis. Alors 2h30 d'activité, on peut la résumer en quoi? Est-ce qu'on doit faire de la marche, du footing? Est-ce qu'on doit seulement faire de l'aérobie, c'est-à-dire des exercices Le minimum. Nous, il y a un conseil, ce qu'on appelle le conseil minimum. Par exemple, dans la consultation de tabacologie, ou bien dans toutes les consultations médicales, le médecin devrait faire ce qu'on appelle un conseil minimum aux fumeurs. Le conseil minimum aux fumeurs, quand il vient consulter pour une diarrhée, par exemple, on lui pose la question, êtes-vous fumeur ou non? S'il répond par oui, on doit lui dire, il vaut mieux que vous arrêtiez de fumer. C'est ça le conseil minimum. Donc, maintenant, on doit poser aussi la même question, même pour quelqu'un qui vient consulter pour autre chose. Il vient consulter pour une chute de cheveux, par exemple. On lui pose la question, est-ce que vous marchez tous les jours, une demi-heure? Est-ce que vous avez une petite activité physique? S'il vous dit non, on lui fait un conseil minimum. Voilà, ce conseil minimum, on doit lui dire, monsieur ou madame, vous devez marcher au moins une demi-heure par jour, au moins 5 jours par semaine. Voilà. Et c'est ça le conseil minimum. C'est ce qui représente 2h30 d'exercice par semaine. Et service minimum, c'est la marche. C'est le minimum de l'activité physique, c'est cette marche d'une demi-heure par jour. Ça, c'est le minimum. Et celui qui peut faire plus, ce n'est que du bien. Donc, tout est bénéfice. Tout est bénéfice, voilà. Donc, celui qui peut faire du sport, c'est très très bien. Celui qui peut faire marcher plus qu'une demi-heure, c'est encore mieux. Mais le problème, c'est... Moi, je compare la prescription de l'activité physique et de la prise en charge alimentaire, pour ne pas dire régime alimentaire, au même titre que le tabagisme quand on veut sevrer un fumeur. C'est pas facile. Il faut motiver les gens. C'est vrai que quand on a l'habitude, le corps a l'habitude de ce que vous lui donnez, il prend facilement. C'est très difficile parce que les gens pensent que le fait de dire à quelqu'un il ne faut pas manger telle chose, il faut faire de l'activité physique, il va l'accepter facilement. Il va vous dire oui monsieur, c'est bien, d'accord, mais il ne le fera jamais. Oui. Il faut le motiver parce que c'est un problème aussi comportemental. Alors est-ce qu'il faut le motiver ou est-ce qu'il faut le choquer? Parce que des fois, l'être humain ne réagit que quand il a peur. C'est des techniques qui rentrent dans le cadre de la motivation. Pour motiver quelqu'un, on choisit n'importe quelle technique, soit le choquer, soit lui montrer des images. Donc ça dépend des techniques qu'on utilise pour motiver. Parce que la personne, bien sûr, elle peut venir au début, voilà, je commence à faire de l'activité physique, mais après elle s'arrête. Comment
convaincre la personne à faire une activité physique durable. Et régulière. Et régulière, c'est ça le plus important. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas leur proposer des choses irréalisables, irréalistes, et des choses un peu compliquées, dans une salle, ou faire la musculation, faire tout ça. Ben, ça devient difficile parce que c'est astreignant, c'est contraignant aussi, des fois. Il faut trouver du temps, il faut trouver l'espace. Il faut bien discuter avec les personnes, discuter, voir... Est-ce qu'il faut s'aider d'un psychologue? Bien sûr, bien sûr. Nous, on a un psychologue dans notre service qui nous aide dans la prise en charge des obèses et la prise en charge des apnéiques, du sommeil, des insomniaques et tout ça. Des fumeurs aussi. On fait aussi la consultation du sommeil en même temps. Et c'est des personnes fragiles sur le plan psychologique et qui n'arrivent pas à accepter le fait de se séparer de sa coca, de tout ce qu'il mange, hein, de sa limonade, de son gâteau. De son gâteau. Donc, on dirait qu'il est en train de se débarrasser. Pas de se débarrasser, de quitter quelque chose qu'il aime bien. Quand on lui demande de ne pas manger... C'est un sevrage, voilà. C'est un sevrage. Et c'est difficile. C'est la même chose que... Moi, je le compare toujours au tabagisme, parce que j'ai pratiqué la consultation de tabacologie. Justement, j'allais vous dire, parce que... Le fumeur, il vous dit, monsieur, c'est vrai, je comprends que ça va me provoquer beaucoup de maladies, mais vous allez me séparer de mon meilleur ami, qui est la cigarette. Alors qu'au contraire, c'est le meilleur ennemi. C'est son ennemi. C'est son ennemi numéro un. Voilà, il faut le dire. Il ne sait pas, et pour lui, c'est son ami. Donc la même chose, l'obèse, le séparer de cette bouffe, cette suralimentation et tout ça, pour lui, il pleure. Hein. Moi, je vais voir le gâteau, je ne peux pas le manger, c'est un peu pour lui... Alors qu'il faut expliquer, moi certainement expliquer que l'envie... elle ne dure qu'un moment, puis après elle part. Si on peut dépasser cette envie, par exemple, moi j'ai envie de ce gâteau. C'est vrai que l'envie, elle est grande, mais si j'arrive à surmonter ça pendant quelques minutes, après... c'est terminé. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les comprendre, de discuter avec eux. Qu'est-ce qui les motive à manger beaucoup? On développe de l'empathie avec ces malades. Il faut les écouter, les obèses. Il faut bien les écouter, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes psychiques, qui ont de la dépression et qui se versent vers l'alimentation. Qui se rabattent sur l'alimentation pour essayer parce qu'ils sont déprimés quelque part, ils ont des problèmes sociaux quelque part, et il faut les écouter. Des fois, c'est le regard de la société aussi. Hein, quand on voit quelqu'un, c'est difficile, surtout en milieu scolaire, quand ils sont jeunes, eh bien, le trop maigre ou le trop gros, il est pointé du doigt, et c'est pour ça qu'il est un peu rejeté. Donc, c'est pour cette raison, nous, qu'on ne propose pas des régimes alimentaires restrictifs. On essaie de les accompagner doucement. On demande au début qu'ils diminuent d'abord tout ce qui est sucré, prendre son café, son sucre, sinon ils diminuent un petit peu le sucre. Progressivement, on va avec eux progressivement, sans restriction, mais on essaie de diminuer la quantité. Un régime quantitatif d'abord. S'il a l'habitude de manger 2 croissants, on lui demande de manger d'abord une, et après d'abandonner le croissant. La moitié, après, graduellement. Voilà, étape par étape. On leur montre, grâce aux explorations fonctionnelles, on peut convaincre les gens, on peut les motiver. Parce que quand on lui fait une impédance-métrie, on lui montre que sa masse grasse est en train de diminuer au profit de la masse maigre. La masse maigre, c'est le muscle. Oui. Et quand il fait de l'activité physique, il améliore la masse maigre. Donc, grâce au régime alimentaire, il diminue la masse grasse et on préserve la masse maigre. Grâce à l'activité physique, on peut augmenter la masse maigre. Plus on augmente la masse maigre, on respire mieux, on s'oxygène mieux, et on devient plus autonome, plus actif, et on améliore quelque chose qu'on appelle la qualité de vie. Sa qualité de vie devient améliorer la qualité de vie, c'est-à-dire que quand on fait du sport, on se sent plus à l'aise, on est mieux, on respire mieux. Et puis c'est vrai que même sur le plan psychologique, c'est extraordinaire le sentiment d'avoir fait du sport. Très bien, très bien. Et actuellement, toutes les études faites sur la maladie du Covid ont montré que le premier facteur de risque pour être hospitalisé dans un service de réanimation, c'est l'obésité. Ouais. D'ailleurs, nous, on n'a pas peut-être d'études publiées actuellement en Algérie, mais il y a des études qui ont été publiées en Allemagne, en France. D'ailleurs, je rapporte les chiffres de français. Récemment, ça a été publié que les personnes qui ont été hospitalisées dans des services de réanimation et de soins intensifs, parmi ces personnes, 47% étaient uniquement des obèses. Presque la moitié. Presque la moitié
obèses. Et le reste des facteurs de risque, l'hypertension, le diabète, l'insuffisance rénale, les 53% sont divisés sur toutes les autres pathologies. Et uniquement l'obésité représente 47%, et parmi les obèses, il y avait 14% qui avaient une obésité morbide, c'est-à-dire un IMC supérieur à 40. Et c'est eux qui décèdent suite au Covid. Plus que le diabétique, plus que l'hypertendu, plus que le cardiopathe, plus que les autres pathologies. Donc le premier facteur de risque d'être hospitalisé dans un service de soins intensifs, c'est l'obésité. Donc il faut faire attention. Les obèses doivent prendre soin d'eux, il faut qu'ils commencent à réduire leur poids, il faut qu'ils commencent à manger correctement, même s'ils attrapent la COVID, il faudrait que... Ça sera plus ou moins, parce que 80% des personnes qui attrapent la COVID n'ont pas de problème. Covid, c'est uniquement 20% qui compliquent, et surtout les 5% qui décèdent et qui seront, si vous voulez, pris en charge dans les services de réanimation. Des décès, c'est à peu près 3%. C'est inférieur à 5%, mais il faut réduire son poids, il faut faire de l'activité physique pour améliorer l'immunité, pour être parmi les 80% qui n'auront pas de complications. Oui. Et qui n'auront pas de séquelles après, puisque quand on est en bonne santé, l'idéal, c'est de faire de la prévention. Il ne faut pas attraper le Covid. L'idéal, c'est ne pas enlever son masque. Le masque, c'est lui qui protège. Premier facteur, parce que certains sont en train de dire que le masque ne fait rien. Non, ça, c'est faux. Il protège, et en plus, il vous protège et il protège autrui. Autrui, très bien. Et bien sûr, le lavage fréquent des mains. Ça, c'est clair, ça a été discuté 1000 fois. C'est même plus à discuter, c'est plus vérifié. La distanciation aussi, c'est important. Voilà. Ça, c'est très important. Mais il y a aussi autre chose, c'est le fait de bien manger, de réduire son poids et de faire de l'activité physique. Ça, c'est très, très important. C'est important de... Bon, nous, on doit aussi... on a des rentrées publicitaires, donc nous avons un partenaire. Juste le temps de passer le spot de notre partenaire Coral Peinture. Après, on va continuer notre débat. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Voilà, donc nous parlions dans la première partie de l'émission d'abord qui est obèse, de ce qu'il doit faire et surtout de sa fragilité devant cette maladie, mais aussi les autres maladies. Mais nous, comme on est en période, comme nous sommes en période de la pandémie de la Covid-19, donc on en parlait avec le professeur Bourguida, la personne qui est en surpoids, qui est obèse, elle est plus fragile qu'un autre. Voilà, et c'est le résumé. Oui, effectivement. Et actuellement, durant cette période hivernale, je pense que ce qui existe sur le marché algérien n'est pas cher et qui est très bénéfique, qui est basé sur tout ce qui est légumes. Nous avons... Au contraire, il faut dire que les légumes sont à bas prix. Ça revient moins cher et c'est bien de faire des potages, des crudités, des plats. Même nos plats traditionnels qui sont... si vous voulez, qui sont à peu près par rapport au régime méditerranéen, qui est très, très... On va dire que c'est assez diététique, c'est assez acceptable en termes de diététique. Voilà. Effectivement, et je conseille les gens de profiter durant cette période de ne manger que des légumes. Des légumes. Voilà, bio, c'est ce qu'on dit, on doit manger bio, mais aussi c'est pour ne pas prendre du poids. Mais le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de faire du sport et de dégraisser parce que certains par la sédentarité. Il faut dire hein, surtout en cette période de Covid, comme il y a le confinement, il faut essayer de profiter au maximum des heures pour faire du sport, même à la maison. La sédentarité pose un problème de santé publique aussi. Nous, on a fait une étude qui va être, Inch'Allah, publiée sur la ville de Constantine. On a pris des ménages au hasard, hein. C'était le tirage au sort des ménages. On a eu des sujets
Oued El Had, Bellevue, un peu partout dans la ville. Les quartiers de la... C'était vraiment le tirage au sort des districts et des ménages. Et on a trouvé à peu près 37, presque 38% de la population est sédentaire et qui ne fait pas de sport du tout. Leur activité physique est inférieure à 2 heures par semaine. Et donc ces personnes risquent beaucoup de complications, de pathologies, surtout les pathologies cardiovasculaires. Et les études sur la prévalence de l'obésité, il y en a beaucoup en Algérie, on a celles qui ont été publiées, celles qui ne sont pas publiées, mais toutes sont aux environs de 40%. Presque la moitié des Algériens sont obèses. Oui, ça c'est... Et ça c'est énorme. C'est énorme. Et surtout le genre féminin, beaucoup de femmes, nous on reçoit beaucoup de femmes dans la consultation. C'est vrai que les femmes ne font pas beaucoup de sport par rapport aux hommes, qui eux, on va dire que... Les hommes aussi ne font pas de sport en Algérie, il y a une question qui a été faite, mais le fait qu'ils aillent au marché, ça leur donne l'occasion de marcher un petit peu, mais ça reste toujours insuffisant. Il n'y a pas beaucoup de structures de sport, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas... Vous savez, structure de sport, moi je ne suis pas tout à fait... Vous savez, docteur, les structures de sport, vous savez, c'est fait pour la compétition. Vous savez, nous avons de très beaux endroits à Constantine, par exemple. Oui, je suis d'accord avec vous. Les forêts de Jbelouech, Baraouia, même, vous savez, même... Non, même marcher en ville, il n'y a pas de problème. Il faut marcher, Marcher, on a besoin de... Oui, effectivement. Donc, ça reste quand même insuffisant parce que, d'un point de vue culturel aussi, l'activité physique, c'est une culture aussi. Moi, j'habite pas très loin de mon boulot. Pourquoi ne pas aller travailler à pied? À pied, c'est mieux que de prendre la voiture. Pourquoi je fasse le marché en voiture? Donc tout ça, c'est culturel. Le vélo, on n'a pas de culture de vélo. À Constantine, c'est un peu difficile, puisqu'on a des montées, parce que oui, c'est vrai, c'est une ville en mais tout ça, c'est culturel aussi. Et il faut que les gens en parlent, et en parlent beaucoup. Et puis, quand vous savez, ce qui est bien dans le sport, dans la pratique sportive, surtout dans la marche, c'est d'aller en groupe. Entre amis, ou en famille. Moi, vous savez, je rencontre des gens en famille, madame, monsieur et les enfants, et qui font de la marche ensemble. Et ça, c'est une pratique qu'il faudrait peut-être généraliser chez la famille algérienne. Oui, bien sûr, ça c'est très important. Mais il faut faire de la sensibilisation, il faut expliquer aux gens que ça ne peut être que bénéfique, le fait de marcher, le fait d'abandonner le véhicule. Quand le véhicule, c'est fait pour se déplacer quand il faut, c'est pas un truc de loisir. Ouais. Donc, il est préférable de faire ses courses à pied quand on peut le faire. Oui, quand on peut. Aller à la mosquée à pied, choisir la mosquée la plus loin de son Essayer domicile. de marcher un peu. Voilà. Et aller au lieu d'aller prendre le café chez le café le plus proche, aller le plus loin. Essayer de... Et donc, il faut motiver les gens de cette manière. Et aussi, l'hygiène alimentaire, c'est très important aussi. Hein. Nous, avant, dans les années 70, on n'avait pas d'obésité parce que tout le monde mangeait chez lui. Et on mangeait sain, on mangeait... Bah oui, il n'y avait pas les fast-foods, les pizzas, comme actuellement, où c'est vrai qu'on a plus tendance à aller manger dans les fast-foods dehors. Des fois aussi, on mange rapidement. Aussi, il faut prendre le temps de manger, parce que c'est important. Les nutritionnistes vous disent que il faut prendre le temps de manger. Bien sûr. Ne pas, parce que la bouffe rapide, comme on dit, c'est un facteur d'obésité. Voilà. Oui, donc il faut aussi éduquer les gens dans ce sens, comment manger avec des aliments hypocaloriques, tels que tout ce qui est légumes verts, les légumineuses, qui contiennent beaucoup de protéines végétales et qui sont hypocaloriques, et éviter tout ce qui est sucré, tout ce qui est trop gras, surtout le sucre. Nous, on demande aux obèses de diminuer ou bien d'abandonner d'abord le sucre, jusqu'au point où il prend son café sans sucre, son thé sans sucre, ne pas prendre de pâtisserie du tout. Et c'est possible, on vit très bien sans sucre. Pas de soda. Si on arrive à abandonner ces 4 choses, on réduit le poids. Ne pas prendre du sucre blanc du tout, pas de pâtisserie, pas de soda. Et réduire les rations de pain aussi. Parce que le pain aussi, oui, bien sûr, le pain blanc, la farine, c'est 80% de sucre. Ouais. Donc c'est du sucre, la farine.
On peut le remplacer par le pain de seigle, le pain de... Voilà, on peut essayer. On peut essayer le pain complet. Réduire la quantité, même la galette aussi contient de sucre, mais il faut réduire les quantités surtout. Et manger tout ce qui est... On a beaucoup de choses sur le marché actuellement, comme légumes. Alors, vous savez, comme nous sommes en plein mois de novembre, la fin novembre, c'est dans la culture méditerranéenne, bien l'olivier fait partie de la vie de tous les habitants de la Méditerranée. Alors, juste pour parler, parce que c'est important dans l'alimentation, bien d'abord de ne pas aller vers les huiles gras, les matières grasses végétales, et aller surtout vers les huiles comme l'huile d'olive qui est essentielle et qui est très bénéfique. Oui. Je vous invite à suivre ce reportage monté par notre confrère Fawzi Benini et qui prend comme exemple une région qui est réputée pour la culture de l'olive et la fabrication de l'huile d'olive, et c'est essentiel pour notre alimentation. الزيتون تاع الجد هذا دي كبير كل واحدة ويشفى عليها على باله الناس دي كبار السما ينعسوا لهم كينوضوا دي صغار مثلا ينوضوا دي صغار يقولوا لهم أن يمشيوا معاهم يقولوا لهم هذه تاعك هذه دي مثلا دي عمك دي بن خوك دي المهم هذيك كاين دي يدي الثالثة مثلا كي واحد يهم الشي دي خاطيه يتفاهم مع مولاه مثلا يهم ويدي الثالثة سما مول الشياه كي ما يخلص والو يدي الثالثة كيطيب الزيتون يوجدوا الماكلة في الديار ونجيبوه معنا ونهمو بكري يطيبوه باسكو بكري ما كانش المعاصر تاع الزيتون بزاف يستعملوا الطايب على اساس باش يحافظوا على اللوغو تاعو باش يطول يعيش مده طويله الزيت ميم الان درك مع توفر معاصر الزيتون هي من الاحسن يكون خضر باسكو مام يفيدك ولا علميا يجي خضر خير من الطايب. كل شهر نوفمبر تنطلق عمليه جني الزيتون. اولا المواطن في بلديه ولاد رابح يراقب الاشجار تاع الزيتون تاعو يشوف هل هذه الحبات نضجت او ما نضجتش. بعد عمليه النضج نتاع الحبات يروحوا الناس يجنيوا الزيتون، رجال النساء اطفال، يعني يعتبر عرس عندنا. بعد ذلك يجيب المواطن الحبات تاع الزيتون للمنزل نتاعو، يقوم بتنقيتها، ثم يقوم بعمليه الطهي اللي تشوفوا فيها وراءنا. عمليه الطهي هذه تختلف بها بلديه ولاد رابح على بقيه البلديات تاع الولايه وحتى القطر الوطني، لان تعتبر عندنا احنا وعند جدودنا السابقين انها عمليه مهمه. اولا تنقص نسبه الحموضه في الزيت بعد العصر. ثاني حاجه يمكن اننا نقوم بتخزينه لمده طويله ما يتبدلش الذوق او الطعم نتاعو. كذلك انها تقتل البكتيريا اللي موجوده في الحبات تاع الزيتون اثناء عمليه الجني. هاكا تشوف عندنا كي نخدموا الزيتون نزلوه في المجوار الهوفاي يزيدونا ميوه للقرقابه كيما نقولوا يعود عجين يجبدوه للبريز. هاك تشوف نحطوه في السكورطات هذوك نعصروه نبريسيوه يروح للبسالات نعقبوه من تم للموصفي يصفيوه يخلص صافي السيبيراتور يخلص صافي. نحطوه هنا بريباريو لاشو ديال الصباح، نحطوا فيها لو ديشي هذا نتاع الزيتون العظم، نطيشوه هنا باش نسخنوا الماء، ومن بعد يجي واحد يجيب لنا الزيتون عامل يطيش لنا في القراقب. من بعد تعاود تلحي هي الزيتون حتى تعود باط مليحه، تعود لاباط بريباري مليح، نعاودوا نهبطوها من القراقب هادو الاخرين القصاعي هادو،
بعد نعاودوا نطلعوا نحطوها في لي سكورتان هادو في القفايف هادو منا لي سكورتان. لي سكورتان يبنيها الاخر يحطها في لابريس، من بعد يقفل طلع لابريس باش طلع تعجن تعصر الزيت، بي ابري يريقلوا البصل باش يصير الزيت يصير الزيت من كوتي البصلات هادو. moderne, semi-moderne, semi-automatique aussi de récolter cette huile d'olive qui est précieuse. Alors pourquoi? Parce que nous sommes en pleine période de récolte et puis c'est important de dire que nous avons la chance. Parce que c'est important de dire que l'olivier, il n'est que dans le bassin méditerranéen. Et c'est vrai que nous avons cette chance d'avoir ce fruit. Et on peut, enfin, Sajara Mubaraka, c'est extraordinaire comme vertu. Et c'est bien de dire que l'alimentation, si elle est basée sur une huile comme celle-là, je pense qu'elle peut aider l'être humain à supporter cette malvie qui entraîne le surpoids et surtout l'obésité. Voilà. Oui, l'huile d'olive, ça fait partie des meilleures huiles qui puissent exister dans la nature. Comme il y a d'autres huiles végétales aussi qui sont très très bénéfiques, mais qui ne sont pas aussi répandues comme l'huile d'olive. L'huile d'olive qui contient des acides gras non insaturés qui permettent si vous voulez, c'est des chélateurs de tout ce qui est toxique dans notre organisme. Donc, c'est très bénéfique, mais elle est un peu énergétique, bien sûr. Il ne faut pas en abuser. Parce qu'il faut de l'énergie aussi pour le corps. Mais consommer des quantités importantes, ça fait grossir aussi. Mais 2 cuillères par jour, c'est très bénéfique. Au contraire, pour le risque cardiovasculaire. Et c'est un antioxydant qui contient de la vitamine E aussi, les acides gras non saturés, tout ça c'est bénéfique pour notre organisme. Actuellement, prendre un plat assaisonné avec de l'huile d'olive, c'est... Moi, le meilleur plat que j'aime, c'est un peu d'huile d'olive dans la laitue, dans une salade, et avec un petit zeste de citron, c'est excellent. Citron, pardon, c'est excellent. Voilà, on a tous les ingrédients de la Méditerranée. Voilà. Et bio aussi, silk, Oui, bien sûr. Voilà. C'est vrai que là, c'est l'importance de l'alimentation pour le corps humain, et c'est important de dire que plus on mange bien, c'est-à-dire bio, avec ces éléments essentiels comme l'huile, et plus on est en bonne santé. Parce que c'est important l'alimentation. Effectivement, donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, on a tous les ingrédients sur le marché pour manger hypocalorique et bien, et aussi c'est bon. C'est pas mauvais, c'est vrai qu'en plus c'est dans notre culture, voilà, c'est pas mauvais, au contraire. Voilà. Donc, tout cela pour dire pourquoi on a un peu cerné un peu l'obésité, les causes, les conséquences et puis surtout la gravité. Mais des fois aussi, quand on a des sujets qui ne peuvent pas s'arrêter de manger, comment on fait avec ces sujets? Des gens qui, tellement ils sont stressés, ils vont vers la bouffe, tellement... comment les empêcher? Tout à l'heure, c'est comportemental et c'est psychique aussi, ça se passe dans la tête, c'est au même titre que le fumeur. Donc il faut les accompagner, il faut essayer de les convaincre et les motiver avec, bien sûr, l'aide d'un psychologue, et leur expliquer le bénéfice d'une alimentation saine. J'ai cité tout à l'heure les épinards. Et manger des épinards avec l'huile d'olive, c'est excellent. C'est excellent. En plus, c'est un plat traditionnel. Pourquoi manger tout ce qui est... Pourquoi prendre 2 gâteaux, 2 millefeuilles à 10 heures et on a mangé à 8 heures, et après, parce qu'il y a des gens, nous, quand ils viennent chez nous en consultation, ils nous racontent leurs habitudes. C'est important, parce qu'il y a des questionnaires, on leur donne. Il y a des gens qui vous disent, moi je travaille dans une banque, je suis banquier, je suis assis, et je sors à midi, je vais chez, comme il dit lui, chez le chouet. Et je prends 10 brochettes avec une assiette de pois chiches et une baguette de pain. Et il fait ça quotidiennement. Comment voulez-vous qu'il ne devienne pas hyper obèse et hyper malade? Ils ont des maladies coronariennes.
liées à ça. C'est vrai que c'est important de varier l'alimentation. Il ne faut pas seulement manger un plat unique. C'est bien de diversifier avec des légumes. On a tout ce qu'il faut au marché, par exemple. On a tout ce qu'il faut. Bien sûr, on a tout ce qu'il faut. C'est pas cher et c'est très, très bénéfique. Et donc, nous, on leur explique. D'ailleurs, on ne fait pas de régime vraiment restrictif parce que c'est très difficile. Donc, on débute d'abord par le quantitatif. Ils mangent tout ce qu'ils veulent, mais parce qu'on mesure leur balance énergétique. L'énergie, elle est développée par l'organisme. 65%, c'est le métabolisme de base. Et 10%, c'est tout ce qui est consommé, le fait qu'on mange les intestins et tout ça quand ils travaillent. Et il reste que 15 à 20% qui dépend de l'activité physique de la personne. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, durant la journée comme activité physique? Et c'est à partir de ça qu'on calcule leurs, si vous voulez, besoins énergétiques. Celui qui est complètement sédentaire, on lui demande de manger par rapport à ça. Celui qui est hyperactif, on l'autorise à manger un peu plus. Parce que les 15% et les 20%, c'est ça qui fait... quand il y a une entrée d'énergie supérieure à ce qu'on dépense, et il y a un déséquilibre, et bien sûr, le surplus va se stocker sous forme de graisse. Et la graisse, c'est le premier ennemi. Cette cellule adipeuse, elle n'est pas uniquement une cellule qui enlaide la personne, mais elle est aussi active, elle sécrète des hormones qui sont néfastes pour l'organisme, elle sécrète des substances. Ah d'accord. Oui, c'est une cellule aussi qui sécrète l'angiotensine 2, qui entraîne l'hypertension artérielle, qui sécrète pas mal de choses. D'accord, la leptine... Elle n'est pas là morte, mais elle est active, elle est en train de... C'est vrai, elle ne respire pas bien, ne consomme pas d'oxygène. Donc c'est pour cette raison que l'obèse a une consommation d'oxygène réduite. Donc il y a plus de radicaux libres, plus de facteurs qui entraînent l'athérosclérose, qui bousillent les artères et surtout les artères du cœur. Et en même temps, c'est une cellule qui sécrète des substances nocives, voilà, qui entraîne une dérégulation totale de tout ce qui est homéostasie générale de notre organisme. Et c'est pour cette raison, et en plus de ça, s'ajoute l'inflammation. Il y a le TNF-alpha qui est augmenté, il y a certaines cytokines, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de complications, et qui entraînent des complications très graves. C'est pour ça que l'obèse, finalement, il aime bien manger, mais en réalité, il a une très très mauvaise qualité de vie. Quand il est essoufflé, quand il marche un petit peu... Quand il ne peut pas monter des marches, c'est déjà un grand inconvénient. Effectivement. Et là, mais depuis le début, vous comparez l'obèse aux fumeurs. Est-ce que c'est des... Je ne sais pas, vous les comparez depuis le début? Parce que le tabagisme aussi, moi, je le considère comme maladie. C'est vrai, c'est comportemental, mais c'est une maladie. Le tabac aussi est une maladie. Comme l'obésité. Comme l'obésité. Pourquoi? Parce que le tabagisme aussi entraîne des complications très graves. Et tout ce qui entraîne des complications est une maladie. Il faut le traiter. Et le tabagisme, on le traite par des consultations de tabacologie. On essaie de sevrer ce fumeur par la motivation d'abord. Si on n'arrive pas, on donne des médicaments. Le fait de prescrire des médicaments, donc c'est une maladie. On donne des patchs, on donne des gommes, on donne des substituts nicotiniques pour aider les gens à arrêter. Et la même chose, l'obèse, parfois, quand cet obèse a un diabète de type 2, on traite le diabète. Maintenant, il existe des médicaments qui peuvent réduire le poids. Je ne veux pas en parler parce que c'est pas... mais il existe des médicaments qui font réduire le poids. On les préserve, on les réserve. Pour les cas graves, on va dire. Et qui n'arrivent pas à faire... Mais il vaut mieux faire du sport. Qui ont une gonarthrose, qui ne peuvent pas marcher, qui ont d'autres complications, on peut donner des... Mais il vaut mieux éviter les médicaments si on peut faire du sport. On peut faire du sport et on peut faire une hygiène diététique. Donc, mais parfois, c'est réservé à des cas rares. On est obligé de donner certaines molécules, même si elles n'existent pas sur le marché algérien. Il y en a certains qui peuvent l'acheter de l'étranger, mais ça existe, il y a des médicaments. Mais il vaut mieux aller vers le sport, vers tout ce qui est bio. Très bien, et c'est on conseille, et surtout d'être en symbiose avec la nature. Surtout la prévention. Voilà, justement, j'allais vous demander comment on peut synthétiser. La prévention primaire, il y a la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est comme chez le fumeur, on le fait chez les enfants. Il ne faut pas que l'enfant adolescent, parce que toutes les études ont montré qu'on commence à fumer à 14 ans, 15 ans.
Il faut agir à cet âge. C'est le CEM. Chez nous, c'est le CEM. C'est là où ils apprennent à toucher. Voilà. Il ne faut pas qu'ils touchent à la première cigarette. C'est ça la prévention primaire. La même chose pour la prévention primaire pour l'obésité. On apprend à l'enfant, au jeune âge, à manger. De ne pas consommer trop de gâteaux, comment on appelle ça, le goûter que l'enfant emmène avec lui à l'école. Il ne faut pas lui donner... Généralement, on donne un jus et une brioche ou une sucrerie et un gâteau. Donc pourquoi ne pas donner des fruits secs? Pourquoi ne pas donner des amandes? Et c'est mieux, hein. Et c'est bénéfique pour le corps aussi, hein. Une poignée d'amandes ou bien de noix, oui. C'est 1000 fois mieux que ce gâteau. Même les nutritionnistes, quand insistent sur ça, et puis il faut dire que les nutritionnistes disent que 50 grammes suffisent à nos besoins, et puis c'est très digestif, c'est bien, puis ça rassasie rapidement. Je crois, docteur, qu'on devra probablement programmer une autre visite chez nous, parce que je crois qu'on n'a pas tout abordé. J'espère que la prochaine fois, on parlera aussi d'autres conseils, de tout ce que l'on doit faire pour éviter d'être obèse. Professeur Bougrida, merci d'avoir été notre invité. J'espère qu'on se retrouve, Inch'Allah, pour d'autres sujets, comme l'apnée du sommeil, comme l'obésité aussi. Le tabagisme, je crois qu'on va lui consacrer toute une émission parce que c'est important. Voilà, on va juste se reposer un moment, le temps de changer d'invité, avec notre ami Sidi Ali Idriss. المفضل من شقت ليه القمر لذ مدحو أحلى من طيب بسكر الصلاة على الهادي شامخ القدر دايما كل كان تفجي القلب هوالو بها تمحي الذنب والوزر صلي وعلى طيب الذكار من المختار شارق الانوار خلق الله بحاله وخلق الشمس والقمر صلي وعلى طلعة البدر من جبل القرآن جاب الصدق والامان الشافع ذي العصيان ملي هو حاج بريل بامر الغالي يا سيدنا يا حاج بريل الامر الغالي قال له يا المصطفى تاج البراء قوم تغنم فرجه في طيب السراب المعرج واللي فيها سر سعد عند الجبار جاب من الصح قوالو جاب على الدين مشتهر صلي وعلى طيب الذكار امين المختار طه شارق الانوار ما خلق الله بحاله من نور خلق الشمس والقمر الامجاد ابو بكر عمر وعثمان سراج بن عدنان الصحابه العيان اتمام العشره الماجدين الاخواني يا سيدنا اتمام العشره الماجدين الاخواني يا الهي سلتك بامام الحرام راكب السرحاني والسيد عمر توب علينا وهدينا ولا تحافينا يا ستار حرب طه وفضاله تغفر لي وجميع من حضر صلي وعلى طيب الذكار نبينا المختار طه شارق الانوار خلق الله بحاله خضاره ويطرز القصيده بنت الذهبان بالمايا والميزان قال فصيح العنوان ميمين وحاود الحروف المعاني يا سيدنا ميمين وحاود الحروف المعاني السلام نهيب ومفاحة الزهار
Voilà, Sid Ali Idriss avec ce très beau medh. Et puis voilà, le temps de changer de sujet, mais nous restons toujours bien sûr dans l'actualité avec la direction de l'action sociale de Annaba. L'inspectrice Madame Arroubia Fadela, c'est ça? Marhaba bik. Merci d'avoir fait d'abord le trajet de Annaba à Constantine. Merci. Voilà, surtout en ces mauvais temps, il y a de la pluie. Alhamdoulilah qui est l'essentiel. Alors nous allons parler de la campagne de désinfection des structures qui sont dans votre secteur, qui est l'action sociale. Vous savez, quand on dit l'action sociale, c'est les orphelinats, les écoles de sourds et muets, c'est les foyers pour personnes âgées. Voilà. Alors, la campagne, c'est une campagne nationale et avec des points de repère. Il y avait Annaba, à l'est du pays. Qu'est-ce qui a été fait exactement jeudi passé? Alors, suite aux instructions de notre ministère Solidarité nationale et de la famille et de la cohésion de la femme, chapeauté par la direction de l'action sociale de Annaba, on a mis un plan d'action durant toute cette pandémie. Ce plan, il a été établi avec, bien sûr, la coordination avec des associations et plus des partenaires de la santé. On a fait la désinfection de toutes les structures. Au niveau de Annaba, on a 10 structures. On a 4 établissements spécialisés, centres psychopédagogiques qui prennent en charge les enfants handicapés mentaux, plus écoles de jeunes handicapés auditifs et visuels, 2 foyers enfants assistés entre 0 et 6 ans, et 6 à 18 ans et plus. Et bien sûr, la catégorie des personnes âgées. Justement, jeudi, on a fait la désinfection de cette structure avec la coordination, avec la direction de l'action sociale, avec d'autres associations, bien sûr. Voilà, donc ça c'est comme action sur, bien sûr, à Annaba, mais il faut dire que c'est au niveau national. Oui. Nous, on a pris comme point Annaba. Et puis, c'est vrai qu'en période de Covid, les foyers pour personnes âgées ne reçoivent pas de visite. Oui. Comment vous faites dans les structures psychopédagogiques, surtout pour les enfants handicapés? Donc, comment ils font? Comment ils vivent dans cette période de Covid? Justement, nous, on a un protocole sanitaire, on doit appliquer, justement, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait un plan d'action. Parmi ce plan d'action, il y avait aussi la sensibilisation, parce que Covid, cette pandémie, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas uniquement solidarité, c'est l'affaire de tout le monde, que ce soit parents, travailleurs, mouvements associatifs. Donc on a sensibilisé, on a incité les gens qui adhèrent, qui soient mobilisés, sensibilisés et impliqués dans toute cette période-là. Pour le protocole sanitaire concernant les centres psychopédagogiques, aussi les écoles, on a un protocole qui a été établi par notre ministère, distanciation, désinfection, bien sûr des locaux. Des infections, c'est presque quotidienne, quotidienne. Vu la catégorie prise en charge, surtout pour des enfants handicapés mentaux, c'est difficile d'appliquer ce protocole, mais avec l'aide des travailleurs qui sont sur terrain, donc tout le monde s'y met. Voilà, donc on va juste suivre ce reportage ensemble sur ce qui a été fait à Annaba jeudi, surtout parce que ce qui est important, c'est les personnes âgées qui sont un peu plus fragiles que les autres, donc c'est pour ça qu'il y a une plus grande attention. Reportage. على مستوى مؤسسة الطفولة المسعفة عنابة 2 والتي شملت المؤسسة بأكملها تعتبر عملية جيدة ضف إلى العمليات اليومية اللي تقوم بها المؤسسة. هي عملية دورية ولازم تتطلب هي بعض الأحيان أسبوعية ويومية، وخاصة من ناحية كذلك توفير أقنعة، توفير ألبسة خاصة بالوضعية الوقائية، وكذلك تحسيس العمال والموظفين.
واخصائيين واطباء على مستوى جميع المؤسسات بعمليات دوريه. أزمة جائحة كورونا مؤسسة عنبة نظيفة بالإضافة للقطاعات الأخرى رانا ما انقطعناش في عملية التعقيم ورانا نزيدوا نكتفوا رفقة القطاعات الأخرى. يعني عندنا الوسائل المطهر المادية والبشرية يعني موجودة. ماذا بنا هذه الدوريات كاملة تكون مكثفة، يعني سورتو في هذه الجائحة اللي احنا فيها. ان شاء الله تكون دوريات عديدة ان شاء الله. Voilà, donc c'est un peu, ce sont des images sur ce qui a été fait à Annaba, mais attention, il faut dire que c'est régulier, hein, c'est des opérations régulières, ce n'est pas ponctuel. Hein. Oui, c'est quotidien. Pas, vu la catégorie prise en charge, par exemple, les foyers pour enfants assistés, c'est-à-dire de 0 à 6 ans, aussi pour les personnes âgées, donc c'est des personnes très fragiles, donc on doit faire très attention. Les visites sont interdites. Même les personnes, c'est-à-dire le personnel, il doit mettre un habillement spécial pour ça. Donc, c'est vrai qu'il faut une attention particulière aussi pour le personnel qui est en contact avec le foyer des personnes âgées, parce que les personnes âgées, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les personnes les plus fragiles dans cette période de Covid. Donc, plus cette opération, donc, on a mis au niveau de la DAS de Annaba, on a mis une cellule. Cette cellule est composée majoritairement de médecins, parce que c'est les premiers qui sont chargés de suivre cette opération. Ces personnes-là, les médecins au niveau de nos établissements, ils prennent toujours contact avec justement les services Covid de la direction de l'action, de la direction de santé au niveau de la wilaya d'Annaba, bien sûr. La direction de la santé de la population, bien sûr. Et puis, vous savez, bien sûr, dans vos activités régulières, pas seulement la désinfection, mais aussi vous continuez avec les cellules d'écoute qui vous recevez les gens, l'action sociale pour les gens démunis, ceux qui ont besoin d'aide et de solidarité. Oui, on a fait une opération dans ce genre, c'est-à-dire avant on a fait la sensibilisation, mobilisation. Aussi, on est sorti avec les cellules de proximité, justement sensibiliser les gens, diminuer les gens aussi. On a distribution aussi pour des couffins pour les familles diminuées. Aussi, un apport psychologique aussi pour les personnes atteintes, surtout pour le personnel qui prend en charge la population, que ce soit les personnes âgées ou bien, il ne faut pas oublier aussi, c'est des fonctionnaires. Donc, oui, justement, les fonctionnaires, comme ils sont au devant de la scène, ils sont sur la ligne de front. Donc, il y a toute une équipe, une armada d'équipes sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, sur le plan social aussi. Voilà, socialement aussi, vous accompagnez les gens qui sont nécessiteux. C'est vrai qu'en cette période, ils sont nombreux, ceux qui ont été touchés économiquement parlant par la pandémie. C'est vrai qu'il y avait les petits métiers, les journaliers qui n'ont pas beaucoup de rente, donc ils s'adressent aussi à la DAS pour recevoir leurs aides. Oui, depuis le mois de mars, et la direction, chapeautée par monsieur le directeur, alors fait beaucoup de campagnes, distribution aussi des couffins pour les personnes et les familles justement. Pas seulement durant la période du mois de Ramadan, mais aussi en dehors, parce que c'est depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en pleine pandémie, et puis vous continuez votre action de solidarité. Mais aussi, ça ne s'arrête pas, vous avez d'autres activités au niveau de la direction de l'action sociale. Oui, certainement. On a aussi pour l'aide de la femme, c'est-à-dire le développement de la femme rurale. On a les personnes diminuées, on a les personnes qui demandent de matériel pour handicapés. C'est-à-dire que notre action au niveau de la wilaya, elle s'étale sur plusieurs sujets. Voilà. Très bien. Nous allons juste nous reposer un peu avec cette pause publicité, notre partenaire Coral Peinture, et puis nous allons revenir. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire.
Voilà, donc nous continuons bien sûr à aborder solidarité, désinfection des structures au niveau de la direction de l'action sociale de Annaba avec Madame Arobia Fadela. Alors, c'est vrai que on a bien beau mettre en place tout un dispositif, il faut dire que l'action sociale, il faut impliquer tout le monde, hein, c'est toute la société, c'est ça, madame? Oui, c'est ça, il faut inciter tout le monde. Comme je l'ai dit, être mobilisé, mobilisé, sensibilisé, impliquer tout le monde parce que cette pandémie, ce n'est pas uniquement l'affaire du ministère de la Solidarité, c'est l'affaire de tout le monde, justement pour diminuer au moins la propagation de... Voilà, d'abord, c'est respecter les mesures barrières, oui. Aider, mais aussi, oui. Eh bien, dans l'action sociale et surtout en matière de solidarité, et il faut dire aussi qu'il faut appeler les bienfaiteurs à continuer à donner des dons, hein, c'est parce que vous êtes le relais entre les nécessiteux et les bienfaiteurs aussi. Oui, c'est les bienfaiteurs, les associations actives, des personnes particulières. Donc tout le monde est impliqué parce qu'on ne sait pas combien ça va durer, mais il faut s'y mettre. Voilà, il faut continuer plutôt. Voilà, s'y mettre. Continuer parce que, voilà. Si vous avez un dernier message à annoncer avant de terminer notre débat. Alors, moi, je remercie tout le monde, tous les travailleurs dans le secteur. Depuis le mois de mars, tout le monde il travaille d'arrache-pied jusqu'à aujourd'hui. Je leur remercie de tous les efforts qui ont été faits. Voilà. Merci d'abord, Madame Arobia Fadela. Vous êtes inspectrice au niveau de la direction de l'action sociale de Annaba, c'est ça? Oui, inspectrice technico-pédagogique de l'éducation spécialisée. Voilà, et on vous remercie d'avoir fait le déplacement de Annaba à Constantine et puis on vous souhaite beaucoup de courage pour votre mission, qui est une noble mission, qui est la solidarité au niveau de Annaba, mais aussi au niveau national. Merci d'avoir été notre invité. Moi, je vais vous offrir cette chanson avant de parler d'un apport psychologique qui doit être important pour continuer à vivre, parce que la vie continue, même en période de pandémie. Merci. المجدري والزهراء جنحك جميل لا يرى ساقني بين وبين المولى رفع القدرة غاب الداج حزين عند لالا سهراني نجمة يبرد نيراني أوعدي كملت الزين نجمة يبرد نيراني كملت الزين عند لالا سهراني خلخلتيني يا حبي بصفت الرقبة سبي الزين شايع عند ربي زينك ما متلوزين والسلفك حيل مدربي خالق من البرين عند لالا سهراني نجمة يبرد نيراني أعمري كامل الزين أشمع يبرد نيراني كاملة الزين عند لالا صار
Voilà, c'était Naïma Dziri avec une très belle chanson que j'affectionne particulièrement. Voilà, merci pour le choix de la chanson. Et puis on va bien sûr dans la dernière partie de l'émission de ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Bien comme on a pris l'habitude de terminer avec notre ami psychologue, le docteur Rabih Roussef, puisque la vie continue, on doit toujours rester motivé, parce que en dépit de la pandémie, en dépit des gens malades, en dépit des restrictions, il faut continuer à vivre, c'est ça, être optimiste. C'est sûr. Hein? Premièrement, bonjour Smaïl, bonjour aux téléspectateurs. Donc, oui, l'optimisme, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Et qui dit espoir dit optimisme. Il faut avoir des pensées positives. Oui. Quel que soit, dans des situations vraiment catastrophiques, au début, oui, on est pris par un état émotionnel négatif. Donc la peur, oui. Je ne dirais pas la peur excessive. Non, mais je parle de la peur normale. Une émotion acceptable. C'est vrai que la peur, elle est quantifiée. Hein. Il y a plusieurs peurs, il y a une peur excessive. Différentes formes. Voilà, des différentes formes de peur, mais... Ouais. Mais juste après, l'être humain, il s'adapte. Parce que la peur, c'est elle qui va nous pousser à trouver la solution. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut surpasser la peur voilà. Se tourner déjà, mais la période. Exact. La période, tout dépend de la personne. Développement psychologique de la personnalité. Tout dépend de... Ça veut dire plus qu'on a une personnalité forte, charismatique, plus on surpasse, ou c'est dû à quoi? Ou peut-être je suis émotionnel, peut-être je vais rester plus longtemps dans le confinement, dans le stress, dans la peur. Comment on peut qualifier? Je parle, moi, généralement, je rectifie. On ne peut pas parler psychologiquement d'une personnalité forte. Je peux avoir une personnalité forte devant. Ça peut être une façade, j'ai compris. Ça peut être une façade. Mes étudiants, non, c'est style journalistique, oui. On peut parler de personnalité forte. Mais je parle d'un sens vraiment psychologique. Et devant mes étudiants, je suis fort. Déjà, j'ai une personnalité forte. Ouais. Mais devant ma maman, quel que soit mon âge, elle peut me dire des choses. C'est comme si je suis un enfant de 8 ans. Est-ce que j'ai une personnalité? Tu resteras toujours le petit enfant avec Srir. C'est vrai, c'est vrai. Toutes les mamans. Mais je parle là d'une personnalité, d'une manière, tempérament, caractère fort. On parle de fort de caractère, faible de caractère. Et le caractère, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Ce qui est inné, c'est le tempérament. C'est l'héréditaire, c'est le côté héréditaire de la personnalité. Mais le caractère, il est forgé, il est façonné par le biais de l'éducation au sein de la famille, même avant sa naissance. Donc, c'est une question d'environnement dans lequel on grandit. C'est la raison pour laquelle, et garde à tout cela, j'ai dit que tout dépend du développement de la personnalité et dans le milieu dans lequel il a vécu. Et dans, je dirais beaucoup plus, le climat psychologique qui a régné dans ce milieu dans lequel elle a vécu cette personne. Finalement, il y a beaucoup de facteurs pour déterminer la personnalité de tout un chacun. Donc, moi, je voulais juste savoir combien de temps on passe pour surpasser cette peur et aller vers la... Généralement, elle va prendre... Tout dépend de la situation aussi, dans laquelle se joue. Par exemple, la pandémie. Exemple. C'est le plus bel exemple parce que nous sommes en pleine actualité. Au début, non, il y a le virus, il n'y a pas de virus. Il y a, pour croire déjà, un dysfonctionnement mental, un déséquilibre mental. C'est quoi un déséquilibre mental? C'est que, c'est vrai, on a entendu parler, mais réellement devant nous, on ne voit rien. On parle des morts à l'étranger, mais en Algérie, au mois de mars, il n'y a rien. Au mois d'avril, il n'y a rien. C'est vrai qu'il faut voir pour y croire. Voilà. Maintenant, mais on a pris, il y a une certaine peur, mais elle n'était pas forte. Donc un état émotionnel, elle est là, l'émotion, elle est là. Mais le problème, c'est que, est-ce que cette émotion, elle est durable ou elle est je dirais, périodique? C'était périodique. Mais là, on a oublié. Mais avec le temps, on voit le nombre
des morts. Donc, il y a la pandémie. On a passé donc de cette peur, on va prendre le masque, le gel. Et c'est petit à petit, donc plus le degré, de la situation dans laquelle on se trouve, de cette pandémie dans la société, par exemple algérienne, et dans les villes. À Constantine, il n'y a pas de problème. À Sétif, il n'y a pas de problème. À Blida, oui. La pandémie. Ça veut dire qu'on regarde dans l'environnement dans lequel on vit, on dit non, on n'est pas encore touché. Ça, c'est purement humain. C'est purement humain. Ça, c'est pas propre aux Algériens, c'est humain. Donc, c'est l'être humain. Mais petit à petit, il y a une peur. On va prendre le masque. Préventif. On commence à trouver l'équilibre mental et à croire la chose. Maintenant, on est pris par la peur, Bark. C'est pas de la peur, c'est de la panique. Et oui, là, quand ça devient grave, c'est en panique. Voilà. Et surtout quand on est touché, quand il y a un proche ou dans l'environnement, là, on panique, on ne sait plus, on est déstabilisé. Vous voyez le temps qu'on a pris. Ça fait beaucoup de temps, quand même. Oui, pour la pandémie. Mais par exemple, un autre exemple. Moi, j'entends un son effrayant. Il va me donner l'émotion de la peur, c'est sûr. Est-ce que je m'enfuis? Studio, par exemple, est-ce que je vais rester là et observer et trouver le problème? Donc c'est ça. Donc, et juste après quelques secondes, cette peur va m'inciter, va me pousser à réagir. Donc la réaction, c'est tout en trouvant une pensée positive. C'est un mécanisme. Voilà. Donc mental. Donc tout est psychologique. Bah oui, c'est ce qu'on disait depuis le début. Voilà. Tout se passe dans la tête. Exactement. Finalement, quand on est bien dans la tête, ça se reflète sur le corps. Quand on est bien, on ne mange pas beaucoup. On mange juste un peu. Sûr. Quand on est bien, on fait du sport, on dépense les calories. Exactement. Donc voilà, c'est le sujet depuis le début. Et puis, c'est quel apport psychologique est bien donné à celui qui est en situation de détresse psychologique. Voilà, détresse, qu'est-ce qu'on entend par détresse? Détresse, il faut l'identifier d'abord. Voilà, la détresse, c'est qu'on est terrorisé psychologiquement, mentalement, pour bien comprendre, mentalement, terrorisé par des pensées négatives. Ouais. Moi, j'insiste sur les pensées négatives, parce qu'on a, sous l'effet de l'anxiété, on a des pensées, je dirais, qui interviennent à ce moment. Je ne parle pas de pensées négatives, pas encore. Et parasites, des pensées parasites. Quelles pensées parasites qui vont sous l'effet de l'anxiété? On a des pensées parasites. Ces pensées parasites vont nous interpréter, les pensées, vont interpréter les choses d'une manière négative. Et qui aident les pensées, ces pensées-là, parasites, vont devenir des pensées négatives, je dirais, qui vont détruire notre vie. Et plus on se laisse aller par les pensées, on se donne, je dirais comme ça, on se donne à ces pensées. Donc, ces pensées vont nous miner notre vie. Alors, si j'ai bien compris, il ne faut pas se relâcher, parce que si on se lâche, on se donne comme victime à cette peur, à cette panique, et ça peut entraîner... Si j'ai bien compris. Non, c'est ça. Au contraire, on a, sous l'anxiété, on a des pensées. Donc, une fleur rose, je dirais que c'est une fleur rose. Mais ces pensées parasites, non, cette fleur, elle n'est pas rose. Donc, finalement, heureux qui est ignorant, qui ne se connaît pas, qui ne sait pas le danger, qui ne quantifie pas ce qu'il y a devant lui, qui, voilà, heureux et celui... Heureux dans un sens. Non, heureux qui est ignorant. Non, c'est pas dans tous les cas, c'est bien. Ça peut marcher comme ça de pomme. Dans 70, 90, mais 80%, ça peut pas marcher. Quand on ignore la gravité de la chose, on est moins paniqué, on a moins peur. Mais on tombe dans le problème. Ça, oui. Mais on n'évite pas le problème. On va vers. Voilà. Donc il vaut mieux être conscient du danger qu'inconscient. Et avoir les moyens et quelles sont les stratégies les plus adéquates
à combattre, je dirais à combattre, parce qu'il y a une guerre au niveau mental entre la pensée négative et la pensée positive. Moi, je vais me battre avec le temps et avec Nofel pour vous, parce que j'avais promis, promis d'offrir une chanson Malouf. Alors j'ai vraiment puisé dans les archives. Allez, on va écouter Mouloud Behloud, histoire de se détendre un peu pour revenir pour la dernière partie de l'émission. C'est une manière aussi de saluer notre ami Mouloud Behloud, perdu de vue. Des fois. Ouais, mais il nous a laissé quand même une belle chanson qu'on écoute avec plaisir. Alors, on parlait de ce qu'il faut faire pour surmonter la peur. Est-ce que, c'est vrai, moi personnellement, il vaut mieux être conscient du danger parce que quand on est conscient, on le regarde, on l'identifie, on essaie de le surpasser. Exactement. Mais quand on est inconscient, le je m'en foutisme là ne mène à rien. Exemple pratique, on est il est devant nous, hein, la pandémie. La pandémie, des gens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas laisser aller, qui dit le mot dit. C'est fataliste. Donc, alors que s'il faut. Donc, je connais deux personnes qui étaient fatalistes dans ce sens, ils sont morts. C'est leur comportement qui les a laissés comme ça. Oui. Mais plus on connaît, on identifie, comme vous venez de le dire, on identifie les problèmes, c'est sûr qu'on va essayer de solutionner, trouver la solution que l'on veut, dans des conditions, j'ai dit tout à l'heure, dans des conditions catastrophiques. On est paniqué, on est pris par la panique au début, mais après, quelle est la solution? Que dois-je faire? On va rester là, pleurer tout le temps sur mon sort? Non. Oui. Et après, il faut trouver la solution. C'est comme ça l'être humain pense, raisonne dans ce sens, d'une manière où elle n'est pas palpable, mais elle est là. Donc, trouver même le petit enfant, on le met dans une situation, oui. il va vous le dire, il va trouver la solution. Il va pleurer, et il va réagir. Il va dormir et puis se réveiller, mais il va trouver la solution. Il trouvera la solution. Parce qu'il y a quelque chose, le besoin chez l'être humain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, Shaitan. Il a dit quelque chose. J'ai lu. Donc, il est incité par un besoin. Il est poussé par l'être humain a des besoins. Besoin de vivre, la vie. On a besoin d'être avec autrui, avec le groupe. Donc, ces besoins psychosociaux vont nous pousser à trouver la solution. C'est vrai que le contact sociétal avec les autres, il est très important. Ces contacts sont des expériences enregistrées dans la mémoire inconsciente. Le subconscient. Voilà. Mais des fois, on a besoin de la solution. On va la chercher où?
Ah, le premier tiroir, le deuxième tiroir, non, le troisième tiroir, c'est ça. Là, c'est un grand meuble. Hein, la ah oui, mémoire, c'est l'emmagasinement et la restitution. Pour restituer, donc on va imaginer quelque chose. Imaginer quoi? Les expériences vécues auparavant, acquises auparavant, par le biais de contact avec autrui, avec la maman, avec le père, avec nos amis, nos collègues. Et ce qui fait qu'on va trouver des pensées positives. Et c'est là. Alors, pour trouver des pensées positives, est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme? Parce que la femme est beaucoup plus émotionnelle que l'homme, et l'homme a tendance à être, en général, il réagit rapidement. Ou est-ce que c'est une question de comportement, voilà? Oui, et c'est sûr qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. C'est sûr, qu'on le veuille ou pas. C'est condition, c'est l'économie. Mais le problème, c'est que est-ce que l'éducation de la femme au sein de la famille, la fille unique, par exemple, la fille aînée, la fille cadette, c'est pas la même chose. Le classement dans le classement, il est important. Oui, c'est comme les championnats de football. Ah oui, c'est pas la même chose. Le premier, on est tous avec lui, tous nos affections, mais deuxième, le deuxième, on a l'expérience. Donc, il y a le premier avant lui. Et il y a la fille qui va faire le père, l'enfant, c'est le garçon, c'est la maman. Et on va diviser notre émotion, l'affection à l'égard. Des fois, on va acheter le galade, des fois pour positiver. Galade, au fond, non, parce que tu n'es pas le jeter. Mais on positive. Voilà, économie, mais on positive, on trouve ça. C'est pour juste positiver. Donc, vous voyez un petit peu le côté psychologique. Donc, il y a une différence, c'est sûr, et c'est ça le problème. Des fois, la femme, il y a une différence selon le temps. La femme d'hier n'est pas la femme d'aujourd'hui. Elle peut voyager, elle peut vivre toute seule dans un pays, à l'étranger. Économiquement parlant, elle travaille. Donc il y a une différence. Mais elle est toujours la femme. Elle a besoin de l'homme, et l'homme toujours a besoin de la femme. L'homme, je dirais, c'est la loi. C'est le règlement. C'est la loi, le règlement. La femme, c'est l'affection. Ouais. Et ça se complète. Il y a une complémentarité. Et sans l'un, il n'y a pas l'autre. Donc on n'arrivera jamais à trouver. Donc c'est sûr que la personnalité de la femme et la personnalité de l'homme diffèrent. Mais des fois, on trouve la femme hypersensible. Et l'homme, le contraire. Et des fois, c'est le contraire. On trouve un homme hypersensible. Ça dépend aussi de la situation. De la situation, le développement. La situation, elle est importante. C'est souvent la situation. Et toujours l'interaction. Voilà. L'interaction et le développement psychologique de chaque personne, femme ou homme. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais ça influe. Ça influe. C'est vrai, tout à fait. Il y a une différence, même en psychologie, qu'on développe, on parle de la différence entre l'homme et la femme. Les pensées négatives, chez la femme, plus que l'homme. Les négatives, chez la femme, plus que l'homme. Et parce qu'elle est trop affectueuse. Émotionnelle. Voilà. Donc, dès que... Et elle est sous l'emprise. Elle est sous l'emprise de la peur. À chaque moment, elle a peur de perdre un enfant, de perdre son mari, de perdre son père. Et que dois-je faire? Je serai toute seule. C'est pas facile. L'homme, c'est vrai, il pense, mais la femme, quel que soit son statut dans la société, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le psy de la femme est toujours le même. Elle restera toujours une femme et l'homme restera toujours l'homme. Là, pour préciser, parce qu'il y a des femmes qui nous entendent et dire non, donc ils minimisent. Non, pas du tout. Non. Je parle du côté psychologique, j'ai parlé de complémentarité. Donc, mais la charge émotionnelle, la charge chez la femme et charge émotionnelle et affective. Bien sûr. Voilà, les deux. C'est la source. Ça, voilà, exactement. Donc, les pensées, je conseille. Voilà, tout ça, c'est pour aller vers le conseil de positiver. Voilà. Il faut toujours garder l'espoir d'un jour meilleur qui sera aujourd'hui, demain, Inch'Allah. Il faut toujours faire, on a dit tout à l'heure, ressortir. Mais ressortir. Voilà. Donc, les événements positifs, heureux, qu'on a passés dans notre vie,
Et on a toujours. On a toujours. Mais des fois, quand on pose la question, je pose la question, Madame, est-ce que vous avez pensé à un événement heureux? Je dis que j'ai pas pu. Je trouve pas. Je trouve que les événements négatifs. C'est ça le problème. Mais je suis le burn-out, des fois le burn-out, on est fatigué. Donc, on pense que négativement. Et c'est ça le problème. Donc, essayez toujours de suivre par exemple, des émissions où il y a la nature, la verdure. Bon, ça serait bien aussi d'y aller, c'est mieux. Hein, d'y aller, si on a. C'est encore mieux, hein, on est en forêt. Je vais dire directement. Si on a. Inch'Allah, il y a toujours un petit carré de verdure pas très loin. Vous savez, il faut faire juste un petit effort. Et on va faire de la chaîne LK. Juste un mot pour conclure, parce qu'on arrive, le temps de presse. Voilà, le fait de... Voilà. Très bien. C'est pour. On va le transférer à nos téléspectateurs. Inch'Allah. En riant, on va le transférer. Ils vont comprendre que c'est pas quelque chose de. On va l'acheter de la pharmacie. C'est de nous, à partir de nous. On va essayer de créer un microclimat au sein de la famille. Créer un microclimat. C'est quoi un microclimat? L'ambiance au sein de la famille et un accompagnement toujours de la part du mari ou du frère avec l'ensemble des membres de la famille. On va terminer sur cette note positive. Merci Rabih Lassif. On est toujours dans notre cycle de conseils psychologiques pour optimiser, pour surmonter la peur, pour justement les conseils adéquats, pour justement surmonter tous les obstacles que nous traversons, parce que la vie est faite comme ça. Il y a des obstacles, il faut toujours se relever. On va terminer en chanson avec Al-Qassam Ténia. Je vous remercie d'avoir suivi notre Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Je vais remercier l'infatigable Noufl Chaïta qui a réalisé cette émission avec toute l'équipe de la station régionale de Constantine. Merci, à très bientôt, Inch'Allah.
نور